rapport entre le langage de l'art et le discours ordinaire est analogue à celui qu'entretiennent les œuvres d'art et les objets réels. On peut presque le considérer comme une imitation du discours réel. Certes, il existe des termes qui s'appliquent uniquement à des œuvres d'art et non pas à des objets réels, ou s'ils le font, c'est par extension métaphorique, par exemple chiaroscuro, triforium, cantabile, et ainsi de suite. Ce sont là des termes techniques dont les professionnels se servent pour élaborer les distinctions dont ils ont besoin dans leur travail. Ils se distinguent par le fait que dans leur premier usage, ils sont remarquablement neutres, exactement comme solive ou carburateur. J'ai suggéré qu'il n'en va pas de même pour les termes que je cherche à identifier. Ils expriment tous des valeurs, et c'est un fait frappant que nous ne pouvons pas caractériser une œuvre d'art sans en même temps l'évaluer. Le langage de la description esthétique et celui de l'évaluation esthétique ne font qu'un. La question qu'il nous faut affronter à présent concerne la manière dont la théorie des médias transparents traite ces prédicats, et étant donné que le seul sujet qu'elle accepte pour ses prédications est le contenu de l'œuvre. Puisque dans le cas idéal, l'image est censée être indiscernable du motif, les prédicats permanents, même s'ils portent sur l'image, doivent appartenir à la classe de ceux qui normalement se réfèrent au motif. Par conséquent, aucun prédicat ne peut être vrai d'une représentation de fleurs sans l'être aussi des fleurs réelles. Bien entendu, l'image inscrite dans le médium est censée ne posséder aucune propriété qui lui soit propre. Ainsi, si les fleurs représentées sont jaunes, tout ce que nous sommes autorisés à dire au sujet des éléments de l'image qui montrent cette propriété des fleurs, c'est qu'ils sont des représentations d'une teinte jaune. Il se pourrait donc que devant chaque prédicat employé, il faille imaginer la présence tacite de la préposition de, ce qui rejoindrait une caractéristique de l'art représentationnel que nous avons mentionné avant d'aborder les mystères des médias transparents. Une tache brune peut être la représentation d'une teinte rouge sans être rouge. Il n'existe pas forcément de lien d'inférence entre l'information qui nous dit de quoi une représentation est l'image et la propriété qu'elle peut avoir elle-même. Une tache qui est la représentation d'une teinte rouge peut être brune, tout comme elle peut être rouge. Mais dans le cas idéal et impossible d'un médium parfaitement transparent, celui-ci posséderait uniquement des propriétés dont la représentation linguistique est inséparable de la préposition d'objet de. Ainsi, les idées de Berkeley sont toujours des idées de vaches ou de fleurs, mais en raison de leur statut entièrement diaphane, de leur nature spirituelle, selon Berkeley, aucune des propriétés auxquelles se rapporte une idée ne saurait être une propriété des idées. Il n'est pas nécessaire de réfléchir longuement pour se rendre compte que cette position est intenable, même si on ne tient pas compte de la répugnance philosophique que peut faire naître le concept de transparence. Tout d'abord, on ne peut pas raisonnablement souscrire à l'analyse selon laquelle les prédicats artistiques devraient être précédés de la préposition de, qui exporterait le prédicat de l'œuvre vers son contenu. On ne peut pas passer de l'expression sont de puissants dessins de fleurs à l'expression sont des dessins de fleurs puissantes. Les fleurs ne sont pas puissantes, ou du moins celles-ci ne le sont pas. Si dans certains cas le passage d'une expression à l'autre semble licite, c'est parce qu'on dissimule une différence de structure grammaticale ou lexicale essentielle, comme lorsqu'on passe de sont de puissants dessins d'athlètes à sont des dessins de puissants athlètes. Ou lorsque dans le cas de Beardsley, on conclut de est une belle peinture de X à est une peinture d'un bel X. Un des problèmes qui pose l'ensemble des prédicats esthétiques traditionnels étudiés par les philosophes, en particulier le prédicat est beau, réside dans le fait qu'il semble s'appliquer indifféremment aux œuvres d'art et aux simples objets réels, et cela sans choquer notre sensibilité verbale. Il existe de belles peintures, tout comme il existe de beaux couchers de soleil, mais on friserait l'absurde si on parlait de fleurs puissantes, alors qu'il est tout à fait habituel d'appliquer ce terme à des dessins. Qui saurait se servir du langage du monde de l'art, et bien entendu aussi du langage ordinaire, que celui-ci transforme, serait complètement déconcerté s'il entendait quelqu'un parler de fleurs réelles en les qualifiant de fluides, puissantes, désenchantées. Les vraies fleurs ne peuvent posséder de telles qualités, certes. On peut les dire solides, tout objet matériel ne les dit pas en quelque façon,
mais faire remarquer cette solidité serait aller contre les intuitions de ce que Grice appelle les implications conversationnelles. Quel pourrait être le sens d'une telle remarque? Contrairement à ce que laisse supposer Beardsley, il n'est donc pas si facile de passer de dessins de fleurs puissants à des dessins de fleurs puissantes. Bien entendu, mon propos n'est pas de nier qu'il existe des contextes dans lesquels on peut qualifier les fleurs de puissantes. On pourrait se référer par exemple au fait qu'elles percent le sol. Dans Grande Espérance, Dickens parle du puissant mouchoir de Mr. Jagger, mais il nous livre aussi un contexte qui justifie l'application de ce qualificatif à un accessoire si fragile. Or, nous n'avons pas besoin d'un contexte spécial. Le fait qu'on se trouve dans le monde de l'art suffit en matière de contexte pour pouvoir appliquer le prédicat puissant au dessin de fleurs de Rax sans que cela implique quoi que ce soit concernant les fleurs qui ont servi de motif à l'artiste. Bien sûr, quelqu'un qui ne connaîtrait pas le vocabulaire du monde de l'art serait aussi déconcerté par ce langage, que le serait un membre du monde de l'art si un prédicat du vocabulaire esthétique était exporté pour être appliqué à un objet réel. Au 4e chapitre, j'ai soutenu qu'en l'absence du concept d'art, il était la plupart du temps impossible de distinguer les qualités esthétiques d'une œuvre d'art de celles de sa réplique matérielle. Je viens maintenant de franchir un pas de plus. À côté des prédicats esthétiques habituels, il existe tout un ensemble d'autres prédicats qui s'appliquent uniquement aux œuvres d'art, et non pas aux objets réels, ni d'ailleurs aux répliques matérielles des œuvres. Car s'il est étrange de dire que des fleurs sont puissantes, il serait tout aussi bizarre d'appliquer ce terme à une feuille de papier couverte de gribouillage et d'éclaboussures. Ces considérations nous amènent à la réflexion suivante. Bien que selon la théorie de la transparence, l'art se propose de produire des illusions, le langage de l'illusionnisme n'a rien à voir avec les prédicats dont je viens de parler. Face à une illusion optique de X, le langage usuel à l'aide duquel nous exprimons notre admiration est illustré par des expressions du genre « cela a l'air d'être X ». Si les oiseaux de Zeuxis avaient su qu'ils voyaient des simulacres de raisins, ils auraient pu dire des choses du genre « ils semblent si bons qu'on aimerait les manger » ou « ils semblent si sucrés qu'on aimerait y goûter ». Ainsi, le but de l'artiste qui vise la transparence n'est pas de faire naître la croyance que l'expression semble être F est vraie des raisins peints, mais plutôt que l'expression son F est vraie des raisins réels. La croyance étant à l'occurrence fausse du fait de la technique illusionniste parfaite de l'artiste. Mais rien de tout cela ne vaut pour la classe des prédicats artistiques que nous sommes en train d'examiner. Lorsque des termes comme puissant s'appliquent à un dessin, ils ne portent pas sur ce qu'ils représentent, excepté dans des cas très spéciaux et en vertu de critères de signification spécifiques. Et bien qu'en face d'un tableau illusionniste, le spectateur puisse croire contempler des fleurs, alors qu'il ne voit que de la peinture, il ne saurait commettre l'erreur de croire que ces fleurs-là sont puissantes. Ceci vaut pour la classe entière des prédicats qui nous occupent ici, et il serait peut-être intéressant de voir d'un peu plus près le concept d'illusion, de trompe-l'œil, qui malgré l'importance qu'on lui a accordée, n'a en fin de compte pas grand-chose à voir avec le concept d'art. Du moment qu'on se trouve face à une illusion, le langage du monde de l'art n'est plus pertinent, car aucun des termes qui sont caractéristiques de ce langage ne saurait s'appliquer au contenu d'une illusion, dès lors qu'on la prend pour l'objet réel correspondant. Les seuls prédicats qui sont alors pertinents sont ceux qui s'appliquent aux objets réels, bien que dans le cas de l'illusion, ils soient appliqués à tort. Mais peut-être que la remarque la plus intéressante qu'on puisse formuler à propos de cette distinction, c'est tout simplement que les termes utilisés de façon si éclairante et intelligente à propos de l'œuvre de Rax n'impliquent nullement que ces dessins se rapportent à quoi que ce soit. Si on me dit que la galerie Ruth White expose un ensemble de dessins puissants, fluides et énergiques, cela ne me permet guère de dire au sujet de quoi ils sont, ni même s'ils sont au sujet de quelque chose. Le médium en face duquel la théorie de la transparence adopte une position si pudibonde qu'elle va jusqu'à dire qu'il n'existe pas et qu'elle compte sur l'illusion pour le rendre invisible, ne saurait évidemment jamais être éliminé. Il y aura toujours un résidu matériel incapable de se muer en pur contenu. Cela dit, il faut distinguer entre le médium et le matériau, comme le montre le fait que les prédicats qui nous occupent, bien qu'ils puissent s'appliquer à des dessins sans contenu, ne sauraient porter sur le matériau tout nu, à l'aide duquel les dessins sont réalisés. Ils ne s'appliquent pas directement à des objets réels, et donc pas
plus au papier ou à l'encre qui entrent dans la même catégorie ontologique. Les prédicats qui sont vrais des œuvres d'art ne le sont pas de leur réplique matérielle. Dans le monde de l'art actuel, il existe une tendance qui n'est pas moins réductionniste que le fut jadis la théorie de la transparence. Pour préserver la symétrie, nous pourrions l'appeler la théorie de l'opacité. Elle prétend que l'œuvre d'art serait due aux matériaux dont elle est faite, de la toile et du papier, de l'encre et des couleurs, des mots et du bruit, des sons et des mouvements. Il existe un type de peinture, celle que Joseph Maczek appelle la peinture hardcore, qui aspire à l'identité avec sa propre réplique matérielle. Mais la peinture hardcore nécessite aussi un langage hardcore. On ne saurait lui appliquer les prédicats qui caractérisent habituellement la peinture, mais uniquement les prédicats qui ont trait à des objets réels. On ne peut pas la décrire que comme on décrirait sa réplique matérielle à laquelle elle tente et y réussit d'être identique. Donc un critique ne peut décrire une peinture hardcore qu'en se servant de prédicats réels. Du moment que nous nous servons d'un prédicat artistique comme à de la profondeur, nous ne parlons plus du corrélat matériel, mais de l'œuvre d'art, qui n'est pas davantage réductible à son matériau qu'à son contenu. C'est parce que le médium ne saurait être identifié au matériau que la question du contenu ne peut pas, d'un point de vue logique, être évacuée dans le cas d'une œuvre d'art, même lorsqu'elle n'en possède pas. Comme toujours, ce qui me frappe, c'est la facilité avec laquelle on peut transposer ces distinctions dans un champ philosophique tout à fait différent. J'ai déjà souligné l'analogie qui existe entre la thèse qui réduit les œuvres d'art à leur contenu et la théorie de Berkeley, selon laquelle les objets n'existent que comme contenu des idées. Berkeley a soutenu une théorie de l'esprit qui lui paraissait très heureuse, mais elle rend l'esprit si transparent que Hume en arriva à avoir des doutes quant à son existence. En même temps, Hume avait du mal à réduire le moi à ses contenus, car bien entendu, si l'esprit est la manière dont les contenus sont donnés, celui-ci peut difficilement être une partie de ce qui est donné, et doit donc être logiquement invisible par rapport au contenu. Nous connaissons tous les formes multiples de réduction matérialiste qui allaient plus tard identifier l'esprit de Berkeley et le moi de Hume avec notre corps matériel, c'est-à-dire on peut le supposer avec un état spécifique de notre système nerveux. Il s'agit sans doute là d'une bonne théorie, mais si le moi est analogue au médium artistique, sa relation avec le système nerveux ne saurait être une relation de simple identité. De même qu'il y a des prédicats qui sont vrais du médium, mais non pas de la toile. Il y en a qui ne sont vrais du système nerveux que pour autant que celui-ci possède les caractéristiques qui sont supposées être celles du moi. Encore une fois, peut-être le système nerveux consiste-t-il dans la manière dont le monde est donné à la personne dont c'est le système nerveux. En bref, toute description du moi selon les catégories de la neurophysiologie, qui exclurait le langage de la psychologie morale, omettrait fatalement toutes les caractéristiques de la personnalité et du caractère qui s'approchent le plus des qualités de style et d'expression propres au monde de l'art. Toutefois, ce sont ces qualités de caractère et de personnalité qui nous rendent tellement intéressants les uns aux yeux des autres, comme individus, et qui provoquent en nous les sentiments d'amour et de haine, de fascination et de répulsion. Or, elles échappent à toute classification selon les distinctions réglées grâce auxquelles la tradition philosophique a cru résoudre le problème des rapports entre le corps et l'esprit. En vertu de ces structures parallèles, on peut supposer que ce qui nous retient dans l'art est la même chose que ce qui nous intéresse chez les autres êtres humains, comme si l'œuvre d'art était l'extériorisation de l'artiste qui l'a créée, et comme si apprécier une œuvre d'art revenait à voir le monde à travers la sensibilité de l'artiste plutôt qu'à voir le monde tout court. Il serait dangereux de poursuivre ces spéculations plus avant, mais elles nous ont ramenés à des concepts qui sont d'une importance capitale. Il nous faut faire encore un bout de chemin avant de pouvoir les affronter directement, de même d'ailleurs que leur contrepartie dans le champ de la psychologie morale. Mais nous pourrons peut-être préparer le terrain en méditant sur une difficulté supplémentaire que rencontre la théorie de la transparence. Le fait que quelque chose soit une imitation n'exige pas qu'il existe quelque chose qui est imité. I est une imitation d'O, peut être vrai même s'il n'existe aucun O dans l'univers. Nous devons tout simplement être capables de reconnaître O à partir de I. Si des O existent et si I est une bonne imitation d'O, cette dernière expression se référant à des phénomènes de netteté, de clarté, de résolution et ainsi de suite. Dans le cas de description d'eau, rien de très différent n'est exigé. On peut décrire ce qui n'existe pas.
La seule condition que doit remplir une description, c'est que nous soyons capables de déterminer ce qu'est O. Si O existe et si la description est une bonne description. Comme dans le cas des imitations, pour décider si une description est bonne, on se réfère à des critères syntaxiques ou à d'autres critères, comme la clarté et la capacité de discrimination. En général, et à supposer que ces critères soient satisfaits, comprendre une représentation R, qu'il s'agisse d'une image ou d'un énoncé verbal, c'est savoir comment devra se présenter le sujet de R, si R est vrai. Évidemment, le fait que R soit une bonne représentation ne facilite la connaissance qu'à condition que R soit appliqué au monde. Dans la mesure où la compréhension est obscure, la reconnaissance est incertaine. Voilà, en gros, quelles sont les relations qui existent entre la signification, la compréhension, la connaissance, la vérité, la représentation et la réalité. Et voilà, en gros et en résumé, en quoi consiste la philosophie. Pour le moment, je ne m'intéresse qu'aux imitations, c'est-à-dire à la classe des représentations que, si elles sont vraies, doivent correspondre à une réalité, ou qui, du moins, doivent donner lieu à des expériences équivalentes à celles auxquelles une réalité correspondante donnerait lieu. Si I est une imitation d'O et si O ne nous apparaît pas comme I nous l'indique, alors I est ou bien une imitation fausse ou bien une mauvaise imitation. Fausse ou mauvaise, des compromis sont toujours possibles et parfois nécessaires, et nous pouvons considérer certaines imitations comme vraies si elles sont tellement mauvaises qu'il faudrait les considérer comme fausses si elles étaient bonnes. Dans le cas de la mimésis visuelle, le panneau de Léonard détermine ce qu'est une bonne imitation immobile et silencieuse d'objets immobiles et silencieux. Récemment, les philosophes du langage se sont beaucoup penchés sur la question parallèle de savoir ce qui définit une bonne description. Incapables de trouver dans les langues naturelles des phrases assez claires pour en constituer des exemples, ils ont eu recours à des langues artificielles. Dans le Tractatus, la description et l'imitation sont traitées parallèlement, puisque Wittgenstein considérait que dans le cas idéal, les propositions étaient des images. Depuis que Wittgenstein a osé avancer l'idée qu'en fin de compte, les langues naturelles sont très bien comme elles sont, on a plus ou moins laissé tomber la recherche philosophique de phrases descriptivement transparentes, et on a abandonné les questions d'adéquation picturale à la psychologie de la perception. En tout cas, étant donné les critères d'une bonne imitation, on rencontrera toujours le problème de savoir si on se trouve en face d'une bonne image de quelque chose d'étrange ou d'une mauvaise image de quelque chose de familier. Ainsi, les femmes de Picasso, qui sont dépeintes de manière incohérente avec les deux yeux du même côté de la tête, sont-elles de bonnes imitations de créatures féminines dont l'exigence exige une révision de nos notions physionomiques, ou s'agit-il de mauvaises imitations de femmes normales? Si nos conceptions physionomiques sont correctes, alors ces images ne sont vraies que si elles sont mauvaises. Bien sûr, il y a toujours des surprises. Ceux qui regardent avec condescendance les peintures de paysages de montagne de l'époque des Song du Sud sont abasourdis d'apprendre que des montagnes de ce genre, semblables à des doigts décharnés surgissant de la plaine, existent réellement en Chine. En tout cas, le théoricien de la transparence doit affronter à tout moment la question de savoir si, par rapport à une conception du monde supposée constante, une image donnée est bonne ou mauvaise, vraie ou fausse, car il ne dispose pas d'autres critères pour évaluer les images. Lorsqu'il est d'avis qu'une imitation est si mauvaise qu'il faudrait procéder à des révisions majeures de nos conceptions du monde pour pouvoir imaginer qu'elle soit bonne ou vraie, il a généralement recours à des explications spéciales concernant l'artiste. Le plus souvent, il sera soupçonné d'être un incapable de cultiver des sophismes ou simplement d'être fou. À l'époque moderne, l'inadéquation de telles explications est devenue tellement évidente qu'on a finalement pris en considération une autre possibilité. L'objectif de ces artistes ne serait pas d'imiter une réalité qu'ils représentent mal, mais d'exprimer certaines choses à propos d'une réalité. Tâche dont ils s'acquittent plutôt bien. Cela a imposé une manière de voir entièrement différente et à laquelle le panneau de Léonard ne semblait plus convenir.